Toutes les grandes discussions géopolitiques ont tourné autour du pétrole au niveau du XXe siècle. Le XXIe siècle, avec ses défis de neutralité carbone, sera un siècle des métaux. Il n'y aura pas de transition énergétique, il n'y aura pas la transition du numérique sans le cuivre. Je dis souvent, dans l'économie circulaire, on voit souvent la circularité. Je pense qu'on oublie parfois le mot économie. On va utiliser 3 fois moins d'énergie pour produire de l'acier recyclé qu'à partir de minerais. C'est 20 fois moins pour l'aluminium, c'est 8 fois moins pour le cuivre. Un déchet électrique et électronique sur 2 en Belgique arrive en fait dans les activités de Comet. Bienvenue dans le podcast Return on Responsibility d'Agoria. Et dans cette série, nous explorons comment les initiatives durables peuvent donner un avantage compétitif aux organisations. Et chaque fois, on fait ceci autour d'un thème central. Dans cet épisode, nous parlons de la transition du secteur technologique vers une économie circulaire. On se pose la question pourquoi une gestion intelligente des ressources est-elle vraiment importante ? Une économie 100% circulaire d'ici 2050, est-ce que c'est vraiment réalisable ? Et surtout, pourquoi une entreprise devrait-elle y investir ? Et pour aborder ce thème, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Pierre-François Baril, le CEO du groupe Comet. Soyez le bienvenu, Pierre-François. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir. Comet, c'est vraiment un groupe industriel belge, mais aussi familial, et actif dans le recyclage et la valorisation des métaux ferreux, non ferreux et de leurs dérivés. Le groupe est présent en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud. Et en quelques décennies, Comet a développé des technologies de pointe et une capacité industrielle qui en font aujourd'hui un leader des recyclages des métaux en Europe. Voilà, toute une tartine. Pierre-François, vous êtes vraiment un homme du recyclage des métaux, parce que vous avez un doctorat consacré au sujet et vous avez gravi tous les échelons au sein de Comet à partir de la recherche et du développement jusqu'à devenir en 2019 la tête du groupe Comet. Donc, vraiment impressionnant. On va attaquer tout de suite. Et première question pour vous, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous êtes optimiste quant à la capacité d'Europe à devenir une économie vraiment circulaire d'ici 2050 ? Déjà, je vais commencer en troublant un peu les choses parce que j'aurais tendance à donner 2 réponses. Technologiquement parlant, je pense qu'on peut se situer à 8 ou 9 parce que je pense que la capacité de l'Europe à développer des technologies de recyclage, elle l'a démontré et on continue à le faire. Là où je suis un peu plus réservé, c'est sur la partie, je mettrai un 4 sur 10 sur la partie politique finalement. Quelle sera notre capacité demain à pouvoir bâtir une Europe qui sera capable de se préserver de ce qui se fait ailleurs et qu'on n'accepte pas chez nous ? Et ça, c'est, je crois, l'enjeu pour l'économie circulaire. On va surtout encore y toucher, mais néanmoins, l'économie circulaire est quand même une évolution nécessaire, je pense, parce que notre économie linéaire actuelle, est quand même pas tout simplement pas viable ou plus viable peut-être non plus. Et chez Agoria, nous aussi, on a pris l'ambition à ce que pour 2030, au moins 50% de nos entreprises du secteur manufacturier mènent un projet circulaire. La réalité, on est à 7%. Donc, il y a encore un progrès, donc il faut accélérer. Et donc, un petit peu d'aide avec votre aide sera le bienvenu. D'accord, mais peut-être rappeler aussi que Agoria est à la création d'un éco-organisme que tout le monde connaît, qui s'appelle Recupel. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est déjà un premier élément important. Et ça me permet de signaler que Comet est le numéro 1 en termes de volant d'affaires avec Recupel. Donc, un déchet électrique et électronique sur 2 en Belgique arrive en fait dans les activités de Comet. Donc, soit ce qu'on appelle tous les petits appareils électroménagers, mais tout ce qui vient de l'IT également et tout ce qui vient de les gros blancs, la vaisselle, machine à lessiver, séchoir. Voilà. Chouette à savoir. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, parlons peut-être des matières premières critiques.
super important pour l'Union européenne. Mais pour vous, chez Comet, est-ce qu'il y a des matériaux qui sont plus critiques que d'autres? Oui, alors très certainement. Et d'ailleurs, j'entends souvent parler, quand on parle de matériaux critiques, on va parler des terres rares, et on peut en parler souvent. Mais finalement, dans le contexte actuel, moi je les scinde en deux parties. On a deux grands enjeux aujourd'hui. Il y en a un qui est lié à tout ce qu'on appelle le CRM Act, le Critical Raw Material Act, qui va concerner plutôt beaucoup de métaux non ferreux, indispensables pour notre industrie. Il y en a un qu'on a un peu oublié ces dernières années, c'est l'acier. Alors le métier de Comet en premier lieu, on était, je vais mal le dire, dans les années 2000, on était des ferrailleurs, et puis on a été des recycleurs. Aujourd'hui, on nous appelle experts en économie circulaire. Mais finalement, le premier métal consommé dans le monde, c'est l'acier. Et l'Europe a un très grand défi avec ce qu'il appelle le Green Steel, c'est-à-dire la capacité que l'on aura à faire de l'acier avec des faibles émissions de CO2. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet que j'aime à rappeler. Alors parlons peut-être de cette matière première critique, super important pour l'Union européenne. Mais pour vous, chez Comet, est-ce qu'il y a des matériaux qui sont plus critiques que d'autres? Oui, alors chez Comet, on a pour habitude de quand même séparer les choses. On parle souvent de matières critiques, les terres rares, le cadmium et tous des métaux de ce type-là. Moi, j'aime rappeler quand même que le premier métal consommé dans le monde, c'est l'acier, et de loin avant tous les autres. Et pour l'Europe, aujourd'hui, il y a un vrai défi sur l'acier. Juste pour donner quelques chiffres, on consomme 1,8 milliard de tonnes d'acier par an. Alors, c'est un chiffre énorme, mais en fait, on est capable d'en produire 2,4 milliards. Ça veut dire que le monde aujourd'hui est excédentaire de 600 millions de tonnes potentielles à produire. Et c'est structurel. Or, j'aime quand même à ramener une modestie au niveau des Européens. Nous, en Europe, on produit 120 millions de tonnes d'acier. Donc, la surcapacité mondiale est 5 fois supérieure à notre capacité de production. Et là, déjà, ça montre une fois de plus l'enjeu qu'il y a à vouloir faire des choses en Europe dans un contexte mondialisé. Alors, l'enjeu au niveau européen, c'est que la moitié de l'acier est produit avec des fours électriques et principalement à partir de ferraille, qui est le premier métier de Comet, qui vont servir à faire des matériaux de construction. L'autre moitié est fabriquée à partir de hauts fourneaux qu'on a beaucoup connus et qu'on connaît toujours encore en Belgique sur Gand. Et le défi de l'industrie des hauts fourneaux, c'est de faire un acier de haute qualité à partir de plus de ferraille et de fours électriques, donc changer la technologie et d'utiliser du minerai, mais qu'on réduirait avec de l'hydrogène. Et tout ça, évidemment, a un coût et un surcoût par rapport à la production actuelle. Et donc, il y a un enjeu majeur pour l'Europe de garder une souveraineté, et je pèse sur ce mot-là, parce qu'on parle de plus en plus d'une Europe de la défense, et donc il faudrait être souverain sur ces métaux, d'avoir une souveraineté sur l'acier, tout en étant capable de switcher la production entre le haut fourneau et le four électrique et les technologies hydrogène. Et comment on va y arriver? Je reviendrai toujours un petit peu à l'Europe des frontières et je m'en excuse, mais un des grands défis, ça va être d'être capable de faire finalement payer à son juste prix le CO2 que l'on va éventuellement encore émettre ou ne plus émettre en Europe, mais surtout de faire payer le CO2 qui est produit ailleurs. Et donc là, il y a une fameuse loi qui s'appelle le CBAM, qui vise à justement faire payer le CO2 produit ailleurs au passage des frontières. Et là où je suis parfois un peu réservé, c'est de voir si l'Europe sera capable. Alors, pour une poutrelle d'acier, je pense qu'on sera capable de le faire, mais pour une voiture fabriquée en dehors de nos frontières, est-ce qu'on sera capable de faire payer le juste prix du CO2 ? Il y a un enjeu parce que en fait, la sidérurgie, la distribution et même les recycleurs, on pèse pour environ 500 000 emplois en Europe. L'industrie manufacturière qui a besoin de cet acier et qui le transforme, c'est 13 millions d'emplois. Et donc là est l'enjeu, c'est finalement de ne pas désindustrialiser pour ces raisons-là ce qui nous reste comme belles industries en Europe. Absolument. Et donc, ce n'est qu'à ce moment qu'on se réalise comment l'industrie est importante aussi et que des effets indirects peuvent avoir beaucoup d'impact sur le talent chez nous. Peut-être parlons aussi un petit peu de déchets métalliques. Oui, alors chez Comet, nos déchets métalliques, c'est quoi? La mine de surface de Comet, ce sont les véhicules hors d'usage, les déchets électriques et électroniques dont j'ai parlé, tout ce que l'on met dans les parcs à conteneurs, les déchets des entreprises,
Également aussi, on a parlé un peu désindustrialisation, tout ce qui est la démolition des anciennes usines, et je l'espère pour en construire de nouvelles, hein, dans un contexte circulaire de l'industrie également. Ces matériaux, ils sont dépollués en premier lieu, et puis ils sont broyés, et puis on a développé chez Comet toute une série de technologies, principalement mécaniques d'ailleurs, pour pouvoir séparer l'acier, le métal de base, et puis ensuite l'aluminium, le cuivre, le zinc, et puis on va arriver avec tous les autres métaux qu'on a qualifiés parfois de critiques. Et ils sont en fait listés au niveau européen, ce qu'on appelle le Critical Raw Material Act, qui liste toute une série de métaux qui ont des enjeux importants pour l'Europe. Si je dois en citer un premier pour Comet, c'est le cuivre. Il n'y aura pas de transition énergétique, il n'y aura pas la transition du numérique sans le cuivre, parce que finalement, on parle beaucoup d'électrification. Et il n'y a pas d'électrification aujourd'hui sans le cuivre. On n'a pas encore vraiment trouvé un substitut à des prix abordables pour transférer l'électricité. Et donc chez Comet, on s'est fortement inscrit dans une volonté de rechercher. Alors, la Belgique est très forte sur le cuivre. On a des sociétés comme Umicore ou Rubis. Nous, notre volonté en tant que recycleur, c'est de surtout ne pas perdre 1 gramme de cuivre qui rentre dans nos filières. Et donc, c'est là-dessus qu'on a inscrit des technologies. J'ai signalé, je pense que si les critiques, c'est aussi parce que je pense qu'on a connu un 20e siècle lié au pétrole. On l'a vu, tous les grands conflits, toutes les grandes discussions géopolitiques ont tourné autour du pétrole au niveau du 20e siècle. Tout à fait. Le 21e siècle, avec ses défis de neutralité carbone, sera un siècle des métaux. Le siècle du métaux. Je pense qu'on sort d'une économie pétrosourcée vers une économie métallosourcée, comme je l'appelle. Et je pense que si on est un peu attentif, on a entendu parler récemment du Groenland. On n'en a pas beaucoup entendu parler avant. Le Groenland, c'est une des plus grosses ressources potentielles de terres rares pour l'Europe. On parle beaucoup de l'Ukraine et on a découvert il y a quelques temps que, tiens, il y a des terres rares en Ukraine. Si on parle par exemple de la République démocratique du Congo, les grands conflits, on a la fameuse ceinture métallique, mais le cobalt est un enjeu majeur pour nos batteries et on voit des conflits s'installer. Et puis il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à l'échelle géopolitique, c'est la Chine qui a pris le leadership de la métallurgie. Exact. Et donc ce qu'on ne fait plus chez nous aujourd'hui est beaucoup fait ailleurs. On va travailler sur ces défis-là. Vous l'avez déjà mentionné aussi, mais la partie économique est importante aussi pour stimuler la circularité en Belgique et en Europe. Moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a suffisamment d'incitants économiques pour encourager ou est-ce qu'il nous faut d'autres? Je pense qu'en termes d'économie circulaire, et je le répète, au niveau technologie, que ce soit les régions, les États ou voire l'Europe, mettre des moyens et une volonté de développer les technologies, je pense que les moyens ont été mis à l'innovation. Je pense que le sujet vraiment sur la partie industrialisation, le défi, c'est le marché. Et je dis souvent, dans l'économie circulaire, on voit souvent la circularité. Je pense qu'on oublie parfois le mot économie. Un sujet qui me tient à cœur, on a parlé beaucoup de métaux, mais il y a par exemple les plastiques. Il y a des grands défis sur les plastiques. Et malheureusement, en fait, on a mis beaucoup de moyens sur les technologies pour sortir les plastiques de nos poubelles, de nos déchets. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit pas. Les résines vierges que l'on importe ont des prix qui sont inférieurs au coût de revient de la production de matières recyclées. Et donc, on a mis beaucoup de moyens sur la technologie. Et moi, j'ai constaté ces 3 dernières années beaucoup de fermetures des usines de recyclage parce que simplement, le contexte économique ne permet pas la viabilité de ces usines. Et donc là, il y a un vrai... j'invite vraiment les économistes à retravailler ce sujet-là sur l'économie circulaire parce que souvent, la barrière économique prend le dessus sur la barrière technologique. Et quelles sont les bonnes solutions pour restaurer ce marché? Alors, j'y reviens souvent. Il y a d'abord l'Europe des frontières. Je pense que là-dessus, si on veut vraiment promouvoir une économie européenne circulaire, il faudra revoir un petit peu le contexte des matières premières. La deuxième chose, c'est quand même important de se responsabiliser, nous, en tant qu'industriels européens, et c'est de faire en sorte que, on parle souvent d'éco-design. L'éco-design, on l'a souvent fait considérer comme il faut mettre en marché des produits recyclables.
Et moi, je dis, il faut vraiment retravailler sur mettre en marché des nouveaux objets qui intègrent des matières recyclées, le fameux recycle content. Alors, les lois européennes évoluent un peu, avec parfois un peu de réticence des producteurs, mais je pense qu'un enjeu, c'est que le recycleur se retrouve beaucoup plus proche du designer et pas, comme je le dis de temps en temps, du service après-vente. Et donc, aujourd'hui, on a ce besoin de faire en sorte d'attirer l'économie circulaire par une demande, parce que l'offre des matières, elle existe. Il faut vraiment attirer la demande maintenant. Ah, ça, c'est une façon de voir les choses que je n'avais pas encore vue, je dois vous avouer. Mais parlons peut-être aussi un petit peu de l'écosystème. La Belgique n'est pas mal placée, je pense, en recyclage. Vous avez encore des tuyaux pour renforcer notre position sur la scène internationale? Oui, c'est vrai que je trouve que déjà les citoyens belges sont des bons élèves parce que mettre le bon objet au bon endroit, ça reste toujours un défi. Mais sur la partie collecte et donc finalement ramener ces matériaux vers nos usines, je trouve que la Belgique est bien placée. Il y a encore quelques écueils, notamment par exemple beaucoup de véhicules hors d'usage que l'on exporte comme étant des véhicules de seconde main et qui en fait sont des véritables épaves. Le nouveau décret européen font évoluer les choses vers un contrôle technique minimum à la sortie. Et donc là, c'est important. Au niveau technologique, la Belgique est bien positionnée. On a Et en fait, il y a une belle compétitivité entre les entreprises belges. Et donc, la métallurgie est encore bien ancrée en Belgique. On est 2 régions. Avec, donc vraiment, si je dois pointer quelques grands leaders au niveau de l'Europe, la Belgique en a certainement 2 à pointer sur les 5 premiers. Donc ça, c'est très positif. Une fois de plus, je pense que retravailler le volet économique et le volet design, ce sont des vrais sujets. Et le design, au risque parfois d'un peu choquer, je pense que le design doit être beaucoup plus considéré sur la partie sécurité. Ne pas oublier que le recycleur derrière aura l'objet en fin de vie. Parfois, on met en marché des composants avec une dangerosité. Alors, on ne le sait pas, mais une batterie au lithium, tout est avec une batterie aujourd'hui. Une batterie au lithium, ça peut prendre feu. Alors, quand ça prend feu dans des tas de déchets comme chez nous, ça nous met à risque. Alors, chez Comet, on a un incendie qui se déclare tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Tous les 3 jours. On brasse 1 million de tonnes de matière par an, mais tous les 3 jours. Alors, on n'est pas dans la presse tous les jours avec nos incendies. Heureusement. Et donc, en fait, il faut savoir que sur 500 personnes, on a 75 personnes qui sont finalement équipiers de première intervention. Donc, ils ont un diplôme de pompier. Et donc, on doit intervenir très vite sur ces incendies. Et donc, mettre les bons équipements qui contiennent une batterie dans le bac Récupel ou dans le bac Bébat, c'est une vraie sensibilisation importante pour nous. Mais designer des batteries qui ne prennent pas feu, c'est un enjeu pour nous. Deuxième chose, ne jamais mettre des produits dont on sait déjà que dans 10 ans, on ne voudra plus les mettre en marché. Parce qu'alors, c'est directement mettre en marché quelque chose qui sera un déchet ultime demain. Et nous, on aime bien gérer des matières premières recyclées et pas des déchets ultimes. Je comprends. Mais comme vous dites, vous avez même des pompiers chez vous. Mais ça mène automatiquement sur une question du talent. Comment ça se positionne chez vous dans l'écosystème? Est-ce que c'est difficile, facile de trouver du talent? Comment ça se passe? Chez Comet, j'ai pour habitude de dire on couvre un large spectre de métiers. On a besoin d'abord de gens qui vont nous aider à dépolluer et qui vont se former dans ce cadre-là, jusqu'à des docteurs métallurgistes pour développer nos technologies. Et je trouve on est quand même vernis parce que pour beaucoup de personnes, le métier du recyclage fait sens. Et donc, en termes de recrutement, on est passé de 250 à 500 personnes sur les 5 dernières années. Notre recrutement n'a pas été si difficile que ça, avec quand même un élément, c'est que souvent, des personnes arrivent et puis après 15 jours se rendent compte que le recyclage est un métier très industriel et c'est pas ce qu'ils recherchent, donc ils partent en courant. Par contre, je trouve que lorsqu'ils ont passé le cap des 15 jours, on a parfois des indéboulonnables, donc des gens qui prennent ce métier avec passion et qui finalement font une longue carrière chez nous. Et donc ça, c'est très positif. C'est super positif. Aussi des femmes? Surtout dans les métiers scientifiques, je trouve que de plus en plus, et je pense que c'est déjà la base dans les universités, comme la science s'est orientée vers les métiers de l'environnement, je pense qu'il y a, je crois, une affinité féminine pour ces métiers-là. Et de plus en plus, on recrute des femmes dans nos services de scientifiques, pas uniquement à la recherche, mais également à la qualité, à l'environnement. OK.
parlons un petit peu d'énergie. C'est très difficile de parler de l'industrie sans parler des prix d'énergie. Comment vous gérez cette réalité au quotidien? Moi, j'aime d'abord rappeler que recycler du métal, c'est finalement réduire fortement la consommation énergétique par rapport à la mine. Donc, je donne quelques exemples, mais on va utiliser 3 fois moins d'énergie pour produire de l'acier recyclé qu'à partir de minerais. C'est 20 fois moins pour l'aluminium, c'est 8 fois moins pour le cuivre. Alors certes, nous sommes des grands consommateurs d'énergie, mais avant tout, à l'échelle globale, on réduit fortement les besoins énergétiques de notre industrie pour le même métal produit. Alors oui, les défis, c'est beaucoup l'électricité dans le métier de comète. Ouais. Et donc, on a pu dans le passé se couvrir. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile de se couvrir et de voir à long terme, moyen-long terme sur l'énergie. On développe nos propres projets de production d'énergie. Il faut dire que dans les déchets, si je vous parle de mousse, de bois, de textile, le recyclage et le remettre en marché, c'est compliqué. Par contre, 1 tonne de ces matières, c'est une demi-tonne d'équivalent pétrole. Et chez Comet, on finalise un gros projet d'investissement énergétique pour autoproduire l'énergie dont nous avons besoin. Wow. Mais ça me pousse automatiquement vers peut-être la dernière question. Agoria, c'est la fédération des entreprises technologiques. Est-ce qu'il y a des game changers que vous voyez dans l'avenir, des technologies qui peuvent encore faire changer votre vie? Oui, très certainement. Au niveau des recycleurs, on finit un peu le développement des technologies basées sur le recyclage mécanique, où on sépare des matières. On a un patrimoine belge sur la métallurgie dont on peut profiter. Donc très clairement, le métier de Comet a évolué vers de la métallurgie, mais avec des acquis. Là où tout change aujourd'hui, c'est le numérique et la robotisation. Et là, on a la grande chance d'être membre d'Agoria finalement en tant que recycleur et d'avoir accès à un panel de technologies de la robotisation très élevé. Donc, on a investi il y a 2 ans une usine de 10 millions d'euros pour séparer les alliages de métaux entre eux avec des robots. On a 18 robots qui prennent 1 pièce par seconde avec de l'intelligence artificielle, du big data. Ça, ce sont des technologies, il y a 10 ans, je ne l'aurais pas imaginé dans nos métiers. Donc là, on est vraiment dans une révolution. On l'oublie trop souvent que l'intelligence artificielle est aussi très applicable dans un environnement industriel. Et c'est un excellent exemple, je pense, de ça. Pierre-François, super, merci. C'était vraiment une conversation où j'ai appris beaucoup de choses. Mais on termine le podcast toujours avec le pitch de 1 minute. Et on pose toujours une question pour terminer l'épisode. Et pour vous, la question est la suivante. Est-ce que vous pouvez, en exactement 1 minute, présenter pourquoi la circularité est surtout une opportunité économique pour les entreprises, plutôt qu'un défi complexe? D'abord, je remercie la question parce qu'elle est pointée sur le volet économique du métier économie circulaire et c'est ce qu'on vient de beaucoup évoquer ici sur l'échange. Et en fait, je pense que l'opportunité, oui, elle peut être économique, mais elle se fera de manière transversale. Je pense que chacune des entreprises a ses préoccupations et qu'à un moment donné, je ne voudrais pas que l'économie circulaire devienne quelque chose de on y a mis notre petite touche d'économie circulaire parce que c'est bien pour notre business, pour notre marché et uniquement ça. Je pense que réellement, lorsque les recycleurs vont pouvoir mieux comprendre les défis que l'industrie technologique, l'industrie manufacturière a devant elle, elle peut devenir un vrai levier, notamment pour s'approvisionner en matières premières secondaires, qui sont déjà des vraies opportunités. La deuxième chose, c'est pour aussi trouver des solutions qui seront parfois plus compétitif, parce que nous, derrière, notre métier, c'est bien d'être compétitif. On doit vraiment être conforme au marché. Et je me permets de le rappeler, tout ça ne pourra se faire en Europe que dans un contexte où l'Europe aura travaillé son marché vis-à-vis de ses frontières. Très clair. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Pierre-François. Merci aussi pour toutes les réflexions que vous nous avez apportées au cours de cette demi-heure. Moi-même, j'ai aussi appris quelque chose, que le 21e siècle, c'est devenu le siècle des métaux. Et bien voilà, et ainsi se termine cet épisode. À très bientôt pour le prochain.